Martinique, 1847. La chaleur collait aux vêtements et l'odeur de mélasse flottait comme une accusation dans l'air. Sur la véranda de la ferme de la grande sucrerie, tout semblait immobile, comme retenu par un souffle ancien. Elle vivait comme une dame reconnue, mais elle était enfermée par son rang et ses silences, incapable d'échapper au regard qui surveillait chaque mot. Quand quelqu'un frappa la porte de service ce soir-là, ce fut une petite frappe, presque timide, comme celle d'un messager qui sait qu'il dérange. Ce geste anodin fut la première fissure. Un document scellé, une feuille jaunie, un sceau du gouverneur perdu dans les bagages d'un marin promettaient de retourner des vies et d'exposer des mensonges mieux gardés que la cave au rhum. Suivez cette histoire jusqu'au bout, elle révélera combien la vérité pèse et combien la liberté coûte. Le son sec de bottes sur le gravier et le crissement d'une chaise sur la véranda furent les premiers accords d'une tempête qui viendrait bousculer la maison et le village. Elle s'appelait Amélie Duverger, femme du fermier et maîtresse de la cuisine, reconnue en société pour sa tenue, son port digne, ses gants soigneusement pliés à l'intérieur d'une commode. En public, Amélie souriait aux notables et tenait la main de son mari Pierre comme pour assurer leur place au cœur de la conjuration de richesse de la plantation. En privé, Amélie retenait son souffle et prenait des routes secrètes quand la nuit tombait pour descendre au bord de la rivière et écouter les voix de ceux qu'on appelait esclaves. Les serviteurs la connaissaient sous un nom différent, plus doux, et lui confiaient de petites marques de confiance. Marguerite, la cuisinière, déposait des plats tièdes près de la fenêtre. Baptiste, le palefrenier, lui soufflait des nouvelles. Lucien, l'intendant, lui remettait parfois des factures et des lettres qu'il disait n'avoir pas pu lire tout à fait. L'univers domestique était réglé par des habitudes sonores. Le raclement des chaises, le claquement des portes, l'odeur persistante de sucre et de cuir, le froissement du papier officiel qui rappelait la loi. Dans ce quotidien, la hiérarchie était tangible, et le visage du maître, M. Legrain, apparaissait souvent à la lisière de la véranda, silhouette immobile, regard calculateur. Parmi les témoins silencieux, il y avait Madame Morel, la vieille institutrice, toujours avec un châle, et le curé du village, le père Moreau, qui cessait rarement d'entrer dans la maison pour parler de la morale et des testaments. La routine fut interrompue par un incident qui sembla minuscule, mais fit basculer l'ordre des choses. Un soir, alors qu'Amélie pétrissait du pain dans la cuisine et sentait la farine sous ses ongles, Baptiste entra, les mains noircies par la sueur et un souffle court. « Madame, dit-il, il y a un homme dehors, il porte des chaînes, mais il a le regard qui n'accepte pas d'être réduit. » Amélie posa la pâte et resta immobile. « Montre-le-moi, répondit-elle en essuyant ses mains. « Il dit qu'il s'appelle Étienne, ajouta Baptiste. Un dixième de seconde, la maison sembla retenir son souffle. Quand la porte s'ouvrit, Étienne se tenait sur le pas, les chaînes portées comme un vêtement qu'on lui avait arraché, mais ses yeux étaient d'une clarté étonnante. « Je ne suis pas venu pour déranger, dit-il d'une voix basse. Je suis venu pour demander un verre d'eau et du pain. » L'échange qui suivit fut long et chargé. « Pourquoi toi » demanda Amélie. « Pourquoi maintenant » demanda Lucien par la porte. « Parce que je garde une vérité, répondit Étienne, et cette vérité me suit comme l'ombre quand on me marche dessus. » Les dialogues se tissèrent, 10, 12 mots à la fois, avec des pauses où l'on entendait seulement le vent et le cliquetis des chaînes. La réaction fut immédiate. Pierre, le mari, devint pâle. La musique de la salle à manger cessa, et un petit être, Rosalie l'enfant de la ferme, courut se cacher derrière la table. Au fil des jours, l'admiration d'Amélie pour Étienne grandit doucement, non comme un coup de foudre, mais comme la découverte d'une source d'eau claire au milieu d'un désert de convenance. Étienne était subalterne par statut, mais il portait une dignité que les lois refusaient de reconnaître. Il soignait les chevaux malades dans l'étable, parlait aux enfants de la paroisse et racontait des histoires d'un souffle étonnamment tendre sur la véranda, ses mains ayant la précision d'un artisan. La scène de l'étable fut décrite longuement. Les odeurs de paille, de foin, d'huile pour les sabots, le souffle chaud des animaux, le bruit du métal sur la bride, la sensation du cuir humide sous les doigts, la vue d'Étienne agenouillé à réparer une selle avec patience, furent autant d'images sensorielles qui peignaient son humanité. Dans la chambre où il dormait, il laissait parfois un bout de tissu brodé, un petit morceau de musique sifflée à la tombée du soir, un parfum de feuilles froissées qui rappelait la forêt. Amélie observait, retenait les gestes, notait le calme de son regard quand il parlait des siens. Elle apprit que son nom était Étienne Marcel, qu'il avait été arraché à sa terre natale et vendu sur un navire qui avait le sceau du gouverneur Dubois sur les registres.
Elle apprit que son père avait signé un contrat mensonger, ou du moins qu'un contrat lui avait été imposé sans sa véritable lecture. Auprès d'Étienne, elle découvrit une bonté pratique. Il récitait les recettes pour apaiser les fièvres, savait recoudre les lambeaux des vêtements de Rosalie, savait remettre l'os d'un coq brisé et écouter les plaintes d'un cheval comme si ce dernier parlait. Les petites scènes de bonté furent nombreuses et détaillées. Dans la cour, Étienne calme un cheval rétif en appuyant sa main contre l'artère chaude du cou, en murmurant une chanson sans parole. « Tu entends » chuchota Marguerite. « Il parle aux bêtes comme il parle aux hommes. » « Il a appris à lire plus vite qu'on ne l'a cru », ajouta Lucien en lui remettant un vieux manuel trouvé dans la remise. Dans un autre matin, Étienne porta une fillette blessée, Claire, chez le père Moreau et expliqua comment faire un bandage avec du tissu propre et du sel, décrivant exactement comment presser sans briser, comment appliquer de l'eau tiède et attendre. Les dialogues étaient précis. « Tiens la compresse » ordonna Étienne. « Ne bouge pas » supplia Claire en pleurant. « Je vais te soigner » dit Amélie en s'approchant. Et leur conversation se prolongea en 10 ou 12 échanges, chaque parole révélant respect, savoir et hésitation. La communauté commença à murmurer des noms nouveaux, Baptiste le palefrenier, Marguerite la cuisinière, Lucien l'intendant, Rosalie l'enfant, Madame Morel l'institutrice, Pierre le mari, Monsieur Legrain le maître, Père Moreau le curé et Madame Céline la sage-femme. Chacun joua un petit rôle concret dans la montée de l'affection entre Amélie et Étienne, soit en offrant un couvert, soit en fermant les yeux, soit en racontant un souvenir pour meubler le silence. Un soir où la musique d'un violon s'échappa d'une fenêtre entr'ouverte, Amélie comprit qu'il existait en Étienne une âme artiste. Les cordes produisaient des harmoniques moelleuses, un son qui parlait d'exil et de foyer perdu, un son qui fit pleurer Amélie sans qu'elle sache pourquoi. Ce fut la musique qui révéla l'intérieur d'Étienne mieux que 1000 phrases. Elle s'assit sur la véranda, sentit la brise salée qui venait de la mer, goûta la poussière sucrée qui collait à ses lèvres, écouta la vibration de l'instrument et se crut libre, pendant un instant. Dans le même temps, les sons du village se mêlaient, le chien qui aboyait, le cliquetis d'une charrette, la voix lointaine d'un marchand. « Je croyais que tu ne savais pas jouer, » dit-elle d'une voix qui tremblait. « Ma mère m'a appris, » répondit Étienne. Les dialogues se suivaient, longs et ponctués de silences où seul le violon parlait. « Que ferions-nous si l'on savait » demanda Amélie. « Nous risquerions tout » répondit Étienne. Leur conversation fut intime, révélant des peurs, des désirs, des promesses contenues. L'instrument devint un symbole, la musique un pain partagé entre eux. La nature lança bientôt des signes plus rudes. Un ciel chargé, le grondement lointain d'orage, l'odeur humide avant la pluie, le vent qui changeait de sens, tout annonçait une tempête. Les jours précédant l'ouragan furent marqués par des gestes de préparation. On arrimait les toits, on protégeait les archives, on enfonçait des planches sur les fenêtres. Les dialogues lors de ces préparatifs furent brefs et tendus. « Ferme la fenêtre » ordonna M. Legrain. « Nous avons besoin des sceaux » répondit Lucien. Sans regarder Amélie. « Et la vieille caisse d'archives » demanda Marguerite. « Est-elle protégée ?»« Le testamenteau et les certificats sont dans la pièce forte » dit Lucien. Étienne aida à l'attache des chevaux, malgré la pluie imminente, risquant son corps pour les animaux. Un petit incident de la tempête fut un moment de haute tension. Les cordes d'une étable cédèrent, un cheval paniqua, et Baptiste se retrouva presque écrasé. Étienne intervena, prenant le poids sur son corps et criant des ordres. Ce fut un des 3 moments de tension extrême qui centraient l'histoire. La tension dura, la pluie tomba forte, la foudre frappa une palme, et les cris de la communauté se mêlèrent au vent. Après la tempête, la commune compta ses pertes, et la question du document ancien fut posée par Madame Morel. Ce sceau, retrouvé dans les affaires d'un marin, pouvait-il prouver une filiation légale, une preuve de liberté, ou au contraire, n'était-il qu'un faux bon marché? La découverte du document fut racontée avec précision technique. La manière de forcer une vieille serrure au dos d'un meuble fut décrite. On inséra une petite lime, on fit tourner doucement, on sentit le cliquetis des goupilles, on souleva le couvercle sans bruit, on leva la feuille fanée et on souffla dessus pour en faire tomber la poussière. Le document portait un sceau rouge, le sceau du gouverneur du bois et un cachet de notaire. Il s'agissait d'un certificat de naissance et d'un acte de reconnaissance partielle, daté d'années où les registres étaient souvent mal tenus. La lecture se fit à la lumière d'une lampe à huile. La cire craquait, la plume coulait encore d'une écriture pressée. Les mots « reconnaissance de paternité » apparurent sur la page, ainsi qu'une référence à un contrat transmis par un notaire nommé Monsieur Bernard. La description du geste de lecture, du froissement du papier, de l'odeur de l'encre et de l'humidité formée sur la lampe fut précise et méthodique, donnant à la scène un poids documentaire.
Le contenu du document offrait un dilemme moral massif. Il pouvait prouver que Étienne n'était pas qu'un esclave de plantation, mais l'enfant illégitime d'un bourgeois de la ville, ce qui, en droit, pouvait changer son statut si le tribunal acceptait la preuve. Amélie lut et relut, sentit la chaleur monter à son visage et sut que sa tâche était désormais de protéger cette feuille fragile contre ceux qui préféreraient la détruire. La décision de rendre public le document fut lente et remplie de peur. Des discussions secrètes eurent lieu dans la cuisine, auprès du feu, dans l'étable, et quelques dialogues furent si chargés que chaque mot semblait peser des tonnes. « Si le document est vrai, dit Lucien, Monsieur Legrain perd tout son pouvoir. Et si c'est un faux, dit Pierre, nous serons ridiculisés et ruinés. » Amélie tenait la feuille sur ses genoux. « Nous devons aller au magistrat, déclara. Elle, finalement. Madame Céline, la sage-femme, soutint. Il faut une preuve, des témoins, des signatures et la présence de notables ou du juge Leclerc. La préparation pour le procès fut décrite avec un souci de procédure. On copia le document, on rassembla des témoins, on demanda au père Moreau d'écrire un certificat de moralité, on consulta un avocat de la ville, on prépara des témoins comme Baptiste et Marguerite qui devaient attester des gestes d'Étienne. Les détails procéduraux montrèrent l'étape de dépôt ou greffe, l'extraction d'une attestation au registre municipal, l'obtention d'un cachet officiel et la rédaction d'une requête. Ces éléments furent écrits en 300 caractères environ pour expliquer la séquence légale de remise du document au magistrat et la nécessité d'un sceau pour toute acceptation. La confrontation publique eut lieu sur la place du village, devant la maison de justice, en présence du juge Leclerc, du gouverneur Dubois de Passage, de M. Bernard le notaire, de M. Legrain et de presque toute la communauté. Baptiste, Marguerite, Lucien, Rosalie, Madame Morel, Céline, le père Moreau et d'autres noms encore. La scène fut dense en dialogue et en regard. « Monsieur Legrain, lança Amélie d'une voix qui ne tremblait plus, ce document prouve la filiation d'Étienne. » Les noms furent prononcés et redites par d'autres. « C'est un mensonge » hurla Legrain. « C'est un document authentique » répliqua le notaire Bernard en appuyant son doigt sur le sceau rouge. Les échanges furent nombreux, plus de 10 tours de parole, chacun défendant une version du monde. La foule murmura, certains criaient soutien, d'autres hurlaient colère. La tension monta au point culminant. Un groupe dirigé par des hommes de la plantation tenta d'enlever le document. La violence menaça de dégénérer, et des cris d'indignation déchirèrent l'air. Étienne resta calme et dit peu, mais quand il parla, ce fut pour demander seulement justice. « Je ne veux pas de vengeance, dit-il, je veux être reconnu. » Ce moment fut l'un des 3 climes de la narration où la pression fit craquer des relations et où la vérité entra en collision avec les intérêts. Après une audience houleuse, le tribunal ordonna une enquête et retira provisoirement certains pouvoirs à M. Legrain le temps d'examiner les registres de la ville. Les conséquences furent publiques, le nom de la plantation fut discuté à la barre, des témoins furent appelés et des archives municipales furent fouillées. L'histoire prit une tournure institutionnelle. Le sceau du gouverneur fut requis pour authentifier la copie. Le greffe procura une copie certifiée et la ville nomma un enseignant pour superviser la lecture des actes. Les relations dans la communauté se transformèrent. Certains se sentirent trahis, d'autres libérés. 3 moments précis de tension furent développés avec soin. La tempête et le sauvetage à l'étable, la découverte nocturne du document dans un meuble fermé et la scène publique du tribunal. Chacun de ces épisodes fut longuement étudié. Décrit, centré sur les sensations physiques, les dialogues tendus et les conséquences émotionnelles pour Amélie et Étienne. La décision finale du juge ne fut pas immédiate. Les mois qui suivirent furent lourds et contiennent l'épilogue en 3 étapes. 1 mois plus tard, la communauté observait des changements timides. Les blessures physiques soignées, les visages marqués par la fatigue, les conversations étaient plus mesurées. On voyait Marguerite réparer des vêtements à la maison, Baptiste réparer une roue, Lucien classer des papiers, Madame Morel tenait des leçons à l'école en un air grave. Étienne marchait dans la rue avec une dignité nouvelle, mais il portait encore les stigmates de ses chaînes dans sa démarche. Les rumeurs avaient fait leur œuvre. Certains croyaient à sa reconnaissance, d'autres murmuraient que l'on avait acheté des témoins. Amélie, elle, observait tout et écrivait des lettres clandestines pour soutenir la requête au greffe. Elle organisa une assemblée de voisins et demanda que des signatures soient ajoutées à la requête. Le climat resta fragile et la justice lente. La page du registre municipal avait été tournée et réexaminée par le juge Leclerc et par M. Bernard. Des réparations matérielles eurent lieu à la plantation et on commença à remplacer certains panneaux et signes comme symbole d'une promesse de changement.
3 mois plus tard, la situation avait évolué davantage. Des réformes mineures furent proposées. La suppression de certaines sanctions arbitraires, la reconnaissance d'un droit d'appel pour ceux que l'on considérait comme soumis, la création d'une liste de témoins officiels. Étienne participa à des audiences en tant que témoin et en apparut plus sûr de lui. Le gouverneur Dubois envoya un inspecteur et la ville rédigea un bulletin officiel sur l'affaire. Amélie fut invitée à parler devant un petit groupe de notables et dit des phrases qui firent basculer des opinions. « La vérité n'oublie pas », déclara-t-elle, « et nous devons écrire l'histoire avec justice ». La communauté commença à changer de regard, Rosalie et d'autres enfants recevaient désormais quelques heures d'enseignement supplémentaires. Cependant, la résistance resta forte chez certains propriétaires et la paix demeura précaire. L'espoir augmenta, mais la surveillance resta réelle. 6 mois plus tard, la transformation était plus nette et tangible. Le tribunal avait rendu une décision partielle. La filiation d'Étienne fut reconnue pour des droits limités et un ordre de réparation fut prononcé qui permit la délivrance d'un certificat attestant de sa naissance et le droit à un nom complet. Le nom de la plantation fut critiqué publiquement, des plaques furent retirées et un registre municipal afficha des corrections. La communauté se remettait à vivre avec une justice rendue partiellement visible. Étienne commença à recevoir des lettres qui réclamaient réparation. Madame Céline organisa des distributions de pain pour les familles les plus frappées par la crise, et le père Moreau introduisit une messe pour la réconciliation. Amélie et Étienne furent vus souvent ensemble, sans geste ostentatoire, mais avec une complicité tranquille. Ils plantèrent un arbre à l'entrée du village pour commémorer les vies retrouvées. Le juge Leclerc, conscient du retentissement, proposa une série de mesures pour prévenir de futurs abus et demanda la création d'une archive publique plus transparente. La conclusion de cette histoire ne fut pas une apothéose, mais une reconstruction lente. Amélie avait eu peur, honte, et pourtant elle choisit la parole. Le document fut présenté au magistrat, la famille ouvrit des fenêtres et des voix comme celles de Marguerite, Baptiste, Lucien et de Madame Morel attestèrent que la dignité avait commencé à reprendre sa place dans la communauté. Un acte concret changea la signalétique de la plantation et quelques noms furent rayés des registres de pouvoir. 1 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, les transformations prouvèrent que la vérité pouvait ouvrir des chemins. La fin montre une scène de dernière image. La musique d'un violon repris par Étienne près de l'arbre planté, la poussière dorée du soir, le regard d'Amélie enfin libre. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et inscrivez-vous pour suivre d'autres récits où des documents retrouvés et des gestes ordinaires reconfigurent le monde et rendent visible la dignité de ceux qui furent tus.